Bonjour à tous et bienvenue aux experts. Une semaine d'événements. Nous allons suivre cela avec vous et avec mes invités, 2 invités politiques et 4 experts. Une semaine au cours de laquelle on a parlé de militaires, de prisons, de F-16 et de commissions. Donc 2 invités politiques, 4 experts qui vont nous éclairer ou pas. On commence avec la nouvelle venue, honneur à la nouvelle venue. Elle est historienne et psychanalyste. Bonjour Sylvie Losberg. Bonjour. Elle est experte en rhétorique et en argumentation, prof à l'ULB. Emmanuel Damblon, bonjour. Bonjour. Il dirige l'info de la capitale, David Baudou. Bonjour. Bonjour. Et son média porte un nom de transport en commun. Il est journaliste à Métro et non pas Auto Plus ou Moniteur de l'automobile, ni à Moto Verte. C'est Nicolas Nézy. Bonjour Nicolas. Alors le premier sujet, ce sont les commissions. Des commissions, elles poussent comme des champignons. Des tunnels à Bruxelles, le Dieselgate, le Panama Papers, le terrorisme et maintenant la commission d'enquête attentat. Y en a-t-il trop? La vérité peut-elle vraiment sortir d'une commission? Tous responsables et personnes coupables? En tout cas, Loreton Koellings, qui participe à la commission d'enquête attentat, estime que les auditions lui permettent de croire qu'on aurait pu échapper à l'attentat du métro. Ce que l'on va voir, c'est est-ce que s'il ne s'était pas fait exploser dans le métro, il ne se serait pas fait exploser ailleurs? Ça, c'était une des questions posées, avec des fous absolus comme ça qui portent des ceintures. Ils peuvent, s'ils voient les portes du métro fermées, aller dans une artère où il y a beaucoup de monde, qui sait. Mais le problème, c'est que si on avait pu, dès le départ, sonner l'alerte générale dans le pays, et donc augmenter la vigilance, augmenter les policiers, les militaires, vérifier, on aurait pu peut-être, je dis bien peut-être, je suis prudente, empêcher l'attentat de Malbec. Alors Sylvie Losberg, les commissions d'enquête, c'est un peu, on refait le match après qu'il ait eu lieu. Est-ce que ça peut fonctionner? Est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne, mais je pense que ça fonctionne surtout à long terme. Ici, ça pose quand même la question, même si on a besoin de réponses rapides sur ce qui s'est passé, pourquoi ça n'a pas bien fonctionné, parce qu'on est encore sous la menace d'attentat. La question, c'est quand même de savoir pourquoi il n'y a pas d'autres organes de contrôle qui permettraient de voir ce qui s'est passé et pourquoi on passe tout de suite avec l'artillerie lourde, qui est l'enquête parlementaire. Je rappelle quand même qu'en général, les enquêtes parlementaires, elles interviennent quand on n'a pas trouvé de réponse. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elles ont au fond un rôle comme un juge d'instruction. Mais alors attention, parce qu'on est déjà dans une instruction judiciaire. Et donc, c'est ça qui est un peu questionnant. Et on va voir si la démocratie va tenir le coup. Parce que présomption d'innocence, devoir d'instruction, séparation des pouvoirs. Je pense que c'est là qu'il y a un danger. Et peut-être qu'il faudrait faire attention à ne pas justement les multiplier et pas trop vite après les événements. Emmanuel Damblon? Oui, moi j'aurais peut-être un point de vue un peu plus pessimiste que celui de Sylvie. J'ai un peu l'impression que ces commissions sont une façon de se donner l'illusion du fait qu'on a un contrôle sur la situation, une situation qui est de crise polymorphe. Donc c'est peut-être une façon d'essayer de se rassurer à bon compte, parce que dans ces commissions, en effet, on rejoue le match, c'est-à-dire on essaye de réécrire une histoire dans laquelle, si les choses s'étaient bien passées, chaque protagoniste aurait joué le jeu qu'il devait jouer et être à sa place. Et donc je me demande si c'est pas un cache-sexe que nous jouons tous ensemble, je n'accuse personne, pour un petit peu ne pas voir le fait que finalement, nous ne savons plus trop quoi faire parce que le chaos est un petit peu omniprésent. David Baudou, est-ce qu'il vaut mieux une commission ou pas de commission? Je pense que la commission est intéressante, en tout cas, même si je suis assez d'accord avec Emmanuel, dans le sens où j'ai l'impression que c'est pour montrer au public, en tout cas aux citoyens, qu'on prend les problèmes à bras-le-corps, que c'est quelque chose de sérieux. Mais qu'est-ce qu'on apprend vraiment quand on écoute un petit peu ce qui se dit, que ce soit dans la commission tunnel, qu'on a particulièrement suivi ici sur BX1 ou chez nous à la capitale. Finalement, on apprend quoi pour les tunnels? C'est qu'il y a un manque structurel de moyens et que dans le financement des tunnels, ce qu'on savait déjà. Donc ouais, on n'apprend pas grand-chose. Voilà, ça on le savait avant. Et concernant la commission attentat, on apprend que le réseau Astrid ne fonctionnait pas, mais ça tout le monde l'a remarqué le jour même ou dans les jours qui ont suivi. Donc finalement, j'ai l'impression que c'est un peu une catharsis aussi pour exprimer, pour relâcher un peu la pression. C'est le gros mot aujourd'hui, cache-sexe, catharsis. Et vous, Nicolas Nézy?
Mais pour réagir par rapport aux organes de contrôle qui n'existeraient pas. Si, ils existent, mais on ne les écoute pas. Hein. On a vu les rapports du comité P et du comité R qui ont été très critiqués dans le milieu politique. Et là, en ces temps où la responsabilité politique est diluée, vous disiez tout à l'heure, tout le monde est responsable, donc personne n'est coupable. Enfin bref, c'est ce que ça essaie de démontrer. Et puis d'un point de vue proprement politicien, il faut reconnaître aussi que les commissions parlementaires sont un énorme espace de parole pour l'opposition qui essaie de se mettre en avant. C'est pas pour rien que vous avez reçu d'ailleurs Laurette Onkelings à ce sujet-là. Et donc voilà, on va essayer de montrer, de mettre un gouvernement sous pression, parce que ce qu'on remarque avec cette multiplication de toutes les commissions d'enquête, c'est qu'on a une majorité, un gouvernement qui ne passe son temps qu'à se justifier, à se défendre. Pendant ce temps-là, on n'avance pas encore. Très bien, je vous propose d'écouter ce que nos invités politiques ont à dire là-dessus. Il s'agit de Catherine Mourot et d'Alain Courtois, donc je les invite à nous rejoindre. Catherine Mourot est députée régionale, Alain Courtois est député régional également et premier échevin à la ville de Bruxelles. Alors, est-ce que c'est l'essence du travail parlementaire, une commission Alain Courtois, vous avez fait partie de la commission Tunnel. Est-ce qu'on fait partie d'une commission parce qu'on veut dire du mal du gouvernement quand on est dans l'opposition? Je pense que ça fait partie du travail d'entendre les représentants du gouvernement pour donner des explications. Mais je ne pense pas que ça doit être un règlement de compte. C'est en tous les cas pas ma philosophie de la politique. Mais je rebondis sur ce qui a été dit. Qu'est-ce qu'on a appris dans la commission Tunnel, finalement? Objectivement, si je me mets un peu au-dessus de la mêlée, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris effectivement qu'il fallait 3 mois au moins pour avoir des travaux dans un tunnel. Il fallait... voir que Bruxelles Mobilité, tout parti confondu, tout le monde confondu, les directeurs, qui finalement décide de quoi, etc. On savait qu'il y avait un imbroglio, on l'a constaté. Voilà. Alors je pense qu'une commission d'enquête comme celle-là, ou une commission tunnel, la commission tunnel était nécessaire, encore une fois, pour se congratuler dans le sens de dire, chacun maintenant peut poser des questions, etc. Mais c'est pas dans ces genres de commissions-là, je pense, qu'on arrive à des, à des conséquences, bien au contraire. À des solutions, vous voulez dire. À des solutions, oui, bien au contraire. Je vais peut-être y revenir plus tard dans les débats sur les problèmes prison. Moi, je pense que le travail parlementaire doit se faire en commission. Il y a des commissions infrastructures, de l'intérieur, il y a des commissions où on travaille, où on peut poser des questions. C'est le travail parlementaire, c'est le travail de demander au législatif, par le législatif à l'exécutif ce qui se passe. Mais ces grandes commissions Barnum, je suis quand même un petit peu hésitant. Et vous, Catherine Mourot, est-ce qu'il y a moyen d'aller au-delà du clivage majorité-opposition dans ces commissions spéciales ou commissions d'enquête? Tout d'abord, j'ai envie de dire, et je crois que Mme Losberg avait commencé aussi un peu sur ce débat-là, il y a ce qu'on peut entendre dans la commission, d'une part, et puis il y a après ce qu'on va faire de ça. Est-ce qu'on va faire quelque chose de ce qu'on a entendu? Et c'est deux choses vraiment différentes. Alors ici, on est resté sur l'image que la commission, forcément, elle ne sert à rien, mais je voudrais juste rappeler que dans le passé, on a au moins une commission qui a profondément changé le paysage en Belgique, c'était cette commission Dutroux. Durant laquelle il y a eu toutes sortes de questionnements, de débats, il y a eu beaucoup d'informations et qui a pu mettre au jour notamment ce qui a été prémisse d'une grande réforme, la guerre qui existait entre les polices. Et du coup, il y a eu la réforme des polices. Donc là, typiquement, c'est une commission, si vous voulez, où il y a eu des résultats. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites et il y a eu des résultats. Alors, est-ce qu'elle a rempli toutes les missions? Est-ce qu'elle a répondu à toutes les questions? Là, c'est sur la qualité des débats qui prennent place dans la commission. Et là, j'ai envie un petit peu de renvoyer la balle à mon collègue qui était dans la commission. Je veux dire, quelque part, les membres de la commission ont une responsabilité sur les questions qui sont posées. Et puis, je vais aussi vous adresser à vous, médias, une remarque. Je pense que la qualité des réponses et du débat dépend aussi de la pression, de l'attachement que le public et les médias peuvent mettre à obtenir certaines réponses.
Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, au niveau du Parlement, notre manière de fonctionner, c'est de travailler par des commissions qui ont un certain calendrier, qui est un calendrier extrêmement strict, où on ne peut pas, par exemple, poser plus que 2 fois la même question dans les 3 mois. Et donc, à un moment donné, quand il y a un nœud comme ça et beaucoup de questions, on se saisit de l'outil de la commission parlementaire spéciale. On l'investit, ça permet d'aller auditionner, ça permet d'ouvrir le champ des questions, de revenir à la charge, puisqu'on ne travaille pas en une seule séance par 3 mois, mais qu'on travaille avec plusieurs séances. Donc ça a un sens, c'est extrêmement démocratique. Après, ça dépend de la qualité de ce que les parlementaires qui prennent un rôle d'enquêteur vont pouvoir mettre ou pas dans le débat. Plutôt positif, disons que surtout, si je peux conclure, surtout je ne vois pas tellement, effectivement ça a été souligné aussi par un des 2 autres intervenants, quels autres dispositifs pourraient prendre cette place. Ceci est quand même malgré tout démocratique. Voilà. Je voulais quand même rebondir sur ce qui a été dit à propos de la commission du trou. Je n'étais pas du tout dans politique à ce moment-là. Moi non plus. Voilà, donc on est très à l'aise. Mais on en paye les conséquences maintenant. Je vais vous dire pourquoi. Ça va peut-être chambouler votre déroulé d'émission. Vous voulez parler des prisons. Mais j'arrive aux prisons. Toi, je le sens. Oui, bien sûr, parce que quelle a été la grande leçon de la commission du trou? Il fallait supprimer la gendarmerie. La gendarmerie n'avait plus aucune utilité. Bien maintenant, si on avait la gendarmerie, d'abord on aurait une réserve, qu'on n'a plus. Je vous signale, on n'a plus de réserve. Les prisons, plutôt que d'envoyer l'armée, on aurait envoyé les gendarmes, comme ça se faisait d'ailleurs. Les salles d'audience, il y aurait des gendarmes, il n'y en a plus. Donc maintenant, c'est un corps de sécurité qui n'existe pas, et particulièrement à Bruxelles. Donc la gendarmerie. Mais il fallait supprimer la gendarmerie, c'était... Et donc le problème souvent de ce genre de commission que j'appelle Barnum, mais que je respecte par ailleurs, c'est de absolument vouloir sortir des choses et dire maintenant il faut faire ça, on va tout changer. Eh bien la gendarmerie on le paye. Moi je reste convaincu que la gendarmerie était, la gendarmerie était un corps utile dans l'État. Alors une petite réponse. Mais très court, je pense que malheureusement guerre des policiers encore. Simplement, elle ne se présente plus de la même façon. Donc, effectivement, on n'a pas répondu à tout. En dire que pour autant, si on avait la gendarmerie aujourd'hui, le budget, etc., enfin, je veux dire, c'est vraiment... Oui, mais donc, c'est très, très biaisé de venir après dire on n'aurait pas dû faire cette réforme. Ça, je pense que... Nicolas Nézy. Dans le schéma de la Belgique actuelle, quand on voit une commission d'enquête comme sur les attentats, on a une commission au niveau fédéral, à la Chambre, mais on peut se poser la question avec l'augmentation des pouvoirs de la région en termes de sécurité aussi. Quel est le pouvoir de cette commission alors sur les autres niveaux de pouvoir? Est-ce que là... J'imagine, dans une Belgique fédérale, des commissions fédérales d'enquête. Est-ce que là, on pourrait imaginer ça? Mettre tout le monde même si ce n'est pas permis. Mais parce que, est-ce que ça permet vraiment d'avoir une vue globale de l'ensemble sur ce sujet-là? Oui. Est-ce que la commission d'enquête attentat, c'est ça la question, peut aller au bout de son travail? Moi, il me semble que oui. Ça ne les empêche pas de parler de problèmes régionaux. Je sais pas. Catherine Moreau. À Bruxelles, il y a aussi une commission qui s'est attachée spécifiquement à répondre aux questions des députés sur tout ce qui a concerné notamment l'implication de la STIP, qui était très, pour le coup, pouvoir régional. Et puis encore ce matin, le vendredi, nous avons eu des débats sur la mise à disposition des services de secours et ces débats ont eu lieu. Alors est-ce qu'ils devaient prendre place ailleurs qu'à Bruxelles? Je ne sais pas si ça aurait apporté quelque chose par rapport aux débats qui ont lieu au fédéral. On va devoir non, mais ils sont redevables devant la région. Donc... Catherine Moreau. On va passer à un autre chapitre de notre émission. Alors malgré les demandes incessantes et pressantes d'Alain Courtois, nous n'allons pas parler tout de suite des prisons. On va d'abord parler de l'envol des F-16. Je voudrais juste vous faire écouter la déclaration de Charles Michel lors du à l'issue du Conseil des ministres qui annonçait que les F-16 allaient partir en mission en Syrie. Vous savez que la question du mandat de la mobilisation des F-16 est posée suite à des demandes qui ont été exprimées, suite aussi à des analyses juridiques en lien avec une résolution des Nations Unies, avec l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Et dans ce cadre-là, nous avons pris la décision formelle ce matin, au départ du gouvernement, d'élargir le mandat pour nos F-16 à la Syrie. Ils seront présents à partir du mois de juillet dans une rotation avec les Pays-Bas. Nous avons aussi pris des décisions qui concernent la mobilisation pour pouvoir former des militaires en Irak.
Alors, Catherine Moreau, pour le PTB, ça va engager une nouvelle spirale de violence. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne sais pas répondre simplement à cette question. C'est extrêmement compliqué comme question parce que force est de constater que lorsqu'on est intervenu, on a provoqué le chaos. Et lorsqu'on n'est pas intervenu, on a eu le chaos. Donc aujourd'hui, cette question, elle est très très difficile. Moi, je ne peux pas répondre par oui, par non. Voilà. Par contre, ce qui est certain, c'est que la Belgique est toujours un État extrêmement petit au niveau international. Même sur la scène européenne, c'est un État petit. Et donc, nous, au Parti socialiste, on questionne très fort les dépenses énormes qui ont consisté dans le rachat de F-16. Et je veux rappeler qu'il y a pas moins d'un an, on avait rappelé nos F-16 de mission dans ce coin-là. Donc, pour des raisons budgétaires. Et puis, vous avez, je pense, prévu de parler aussi de la présence des militaires en rue. Donc ici, on voit que finalement, on va réinvestir dans le militaire. Bon, ça c'est un choix politique. Je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, pour la Belgique, je le répète, tout petit pays de l'Union européenne, ce soit la priorité. Alain Courtois ? Ouais, le Premier ministre l'a dit, c'est dans le cadre d'une résolution des Nations Unies, c'est dans le cadre de la tournante avec les Pays-Bas. Nous sommes un petit pays, mais nous nous lions, pas seulement ici d'ailleurs, avec les Pays-Bas, pour 1 an. Et je pense que la zone de combat est assez stricte. Il s'agit donc des zones occupées par l'État islamique en Syrie. Donc je pense qu'il y a un devoir de solidarité. C'est notre contribution finalement. Je pense que c'est important d'avoir cette contribution. Emmanuel Damblon ? Oui, je voulais rebondir sur la réponse de Catherine Moreau que j'ai trouvée courageuse, franchement, parce que c'était un petit peu mon sentiment, c'est que je n'ai pas personnellement de position sur le fait que c'est une bonne idée ou pas, mais je pense qu'on voit que c'est surtout un geste symbolique et pas un geste d'expertise en termes d'art de la guerre, si on peut dire, et qu'à ce stade-ci, on veut montrer qu'on n'a pas peur ou on veut acheter la paix. Et quoi qu'il advienne, il n'y a plus de bonne solution. Donc on est un petit peu coincé comme on l'était dans les tragédies grecques, je dirais. Nicolas Nézy ? Alors, un geste symbolique aussi, mais ça pose la question de l'efficacité aussi. On sait donc qu'on disait que les bombardements en Irak et même ceux qui étaient déjà menés en Syrie n'ont pas amoindri ou changé fortement la donne. Ça amoindrit et puis le la problème, zone de l'État islamique. Et puis le problème aussi, c'est qu'on est en pleine négociation au niveau syrien actuellement et ça ne clarifie pas les relations de la coalition internationale avec le pouvoir en place en Syrie. Donc, Parlons des militaires, puisqu'on a commencé en parlant des F-16. Donc ces militaires, c'était dimanche soir, le gouvernement décidait de demander aux militaires de remplacer les policiers qui eux-mêmes avaient remplacé les gardiens de prison. Et le lendemain, c'était vraiment une levée de bouclier dans les syndicats de militaires, mais aussi dans les syndicats des gardiens de prison. Un reportage de Pierre Baudot et Yannick Van Gansbeek. Après les militaires dans les rues de Bruxelles, les voici dans les prisons. 20 soldats doivent rejoindre les établissements de Forêt et de Saint-Gilles. C'est moins qu'annoncé hier soir. Ils soulageront la police qui elle-même remplace les gardiens en grève. Une décision du gouvernement qui fait bondir les syndicats militaires. C'est une décision qui est évidemment stupéfiante. Mettre des militaires dans les prisons, c'est quelque chose auquel on ne s'attendait pas vraiment. D'autant que ces militaires ne sont pas du tout formés à ce job de gardien de prison. Je ne comprends pas. Mais quelles tâches rempliront les soldats ? Ce matin, la réponse était floue. La mission était qualifiée d'humanitaire. Voilà qui laisse perplexes les représentants des syndicats de prison. Je pense dans une première instance, c'est ça que c'est de soulager un peu la pression des détenus, donc les faire se promener dehors, qu'ils prennent une douche, je ne sais pas. Mais ils ne sont pas formés pour et je comprends qu'ils ne seront pas enchantés non plus de faire nos tâches. On nous dit aujourd'hui que le militaire ne viendra qu'en support de l'agent pénitentiaire. Je n'y crois absolument pas puisque vous le voyez aujourd'hui dans les villes comme Bruxelles et Anvers, ces militaires devaient être accompagnés de policiers. On a vu que ce n'était pas le cas au fil du temps. Ces gens se retrouvent seuls à effectuer la mission sans en avoir reçu la formation. Finalement, la mission des militaires a été clarifiée en début d'après-midi. Les soldats seront chargés de surveiller les prisons et de contrôler les images des caméras. Aucun contact n'est prévu avec les détenus. Alors David Baudou, ces militaires, on les met à toutes les sauces. Hein. Mais surtout concernant les prisons, les syndicats de gardiens ont le sentiment qu'on tente de briser leur grève également en introduisant donc, des militaires pour raisons humanitaires. Et on comprend tout à fait en plus la détresse des détenus actuellement. Mais on se demande aussi
est-ce que les capacités militaires belges, on envoie déjà les F-16, mais combien de temps on pourra avoir des militaires dans les rues? Maintenant, on les met dans les prisons. On dit jusqu'au 18 mai pour les militaires dans les prisons, mais jusqu'à où est extensible en fait la capacité militaire de la Belgique? Je pense qu'on est déjà à saturation. Il y a des entraînements qui continuent dans les Ardennes par exemple, et certains militaires qui devraient prendre repos sont obligés actuellement de continuer à faire ces manœuvres. Donc je pense que le militaire et les militaires sont un peu à bout également. Sylvie Losbert? Oui, je pense d'abord aux prisonniers, évidemment. Il fallait réagir. Mais alors, est-ce que c'est la bonne réponse? Le militaire bouche-trou, ça paraît quand même assez curieux. On est dans un paysage comme le nôtre, à Saint-Gilles, Forêt ou d'autres régions. On se retrouve en fond dans un pays où le kaki est là à chaque coin de rue. Et je trouve que pour la population, à la fois on pourrait se dire, bah oui, ils sont là, utilisons-les. En même temps, on sait que non, il n'y a pas assez de militaires qui ne sont pas formés pour. Et donc ça pose quand même la question de savoir dans quel monde on est, qu'est-ce qu'on a prévu au fond? Pourquoi on n'a pas de réserve de gens qui sont capables d'entrer et de faire le boulot? On a des millions de chômeurs, mais on n'a personne qui serait capable de faire le travail. Je trouve que là, il y a quand même quelque chose d'un peu questionnant. À quoi sert un militaire, Alain Courtois? Mais, écoutez, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors on peut évidemment avoir un autre avis sur les conséquences d'une commission, mais dans l'affaire du trou. Mais la gendarmerie, c'était son rôle à un moment donné. C'était son rôle d'être justement comme cela, en réserve pour 36 choses d'ailleurs. Entre autres, pour le transfèrement des détenus, entre autres pour les palais de justice, entre autres dans les administrations pénitentiaires au cas où, bref, n'existe plus. Moi, je vous avouerai, très honnêtement, très objectivement, que ça ne me plaît pas des militaires dans les prisons. Je le dis, tel que je le pense, parce que ce n'est pas un État démocratique, que ça donne une image qui ne me plaît pas. Donc, je le dis. Mais est-ce qu'il y avait le choix? Alors, ici, vous avez mis le point sur le i. La situation des détenus devient telle qu'il fallait faire quelque chose. Ce problème de l'administration pénitentiaire est beaucoup plus important qu'on ne le croit. Il y a la problématique de la surpopulation carcérale, bien sûr. Il y a la problématique des administrations pénitentiaires elles-mêmes, de la vétusté, des infrastructures des administrations pénitentiaires que l'on dénonce depuis des années. J'étais magistrat pendant 10 ans. Déjà de mon temps, on disait « mais comment c'est possible qu'on tienne ces prisons comme cela ?» Et maintenant, vous allez avoir les magistrats qui vont commencer aussi à s'énerver. Ils s'énervent déjà. Parce que rien qu'avec le pot pourri 2, n'est-ce pas, vous avez un problème entre les cours d'assises et les tribunaux correctionnels. Donc on a l'impression que tout ce monde judiciaire, qui est un monde très complexe, qui part du magistrat, de la sanction ou pas de la sanction, de l'accompagnement du détenu, de la mise en prison ou pas la mise en prison, du sursis, enfin, tout cet ensemble de choses est en train de crouler, moi je n'ai pas d'autre mot, et on est en train de fonctionnaliser aussi la magistrature, ce qui m'inquiète beaucoup. Voilà. Alors, indépendamment de tout cela... Parce que maintenant, je crois que Catherine Moreau n'a plus rien à dire. Parce que vous avez déjà dit tout ce qu'elle aurait pu dire. Non? Oui, peut-être. Eh bien, c'est peut-être... voilà, moi je suis quelqu'un qui essaye de dire les choses telles qu'elles sont pour moi. L'armée... Au plus vite, elle sortira des prisons, mieux ce sera. Ce n'est pas sa place. Ce n'est pas son rôle. 2, il y a vraiment une réflexion à faire sur le pouvoir judiciaire, qui est le troisième pouvoir d'un État important. Il y a l'exécutif, le représentant législatif, il reste le judiciaire. Ce judiciaire a toujours été un petit peu abandonné. Quand je vous dis que les magistrats n'ont même pas d'ordinateur, ne font même pas le jugement en manière informatique, vous ouvririez des yeux. C'est comme ça, c'est la réalité. Je voudrais qu'on écoute Catherine Moreau là-dessus. J'étais intéressée par l'ensemble de ce qui a été dit et je crois que le climat sécuritaire, il dénote... Enfin, et la manière dont vous en parlez aussi, Monsieur Courtois... Quelque part, on a l'impression aujourd'hui qu'on est dans une... moi, j'ai envie de dire, c'est peut-être très fort, mais une mascarade d'État fort. On n'a plus un État fort et on a, par contre, les attributs d'un État fort qui doivent s'étaler de plus en plus. Et mon analyse politique de ça, c'est que le gouvernement qu'on a aujourd'hui au niveau fédéral, le gouvernement MRNVA, c'est un gouvernement qui fait du mal à tous les services publics au niveau fédéral. Ils ont un rabot de 10% sur l'ensemble de la fonction publique et c'est les services dont vous parlez. Donc c'est en particulier les fonctions régaliennes.
c'est la justice, c'est la prison, et puis c'est l'armée dont on parlait tout à l'heure. Et donc, dans ces conditions, comment rencontrer les défis? Et aujourd'hui, l'impression, c'est que finalement, ces militaires, ils servent à pallier les difficultés rencontrées par les mesures prises ou les mesures non prises, et je vais y revenir, dans le reste du service public fédéral. Et donc, les mesures non prises, c'est quoi? Vous demandiez, est-ce qu'il n'y avait pas d'autres solutions? Il faut savoir quand même que les gardiens, le personnel pénitentiaire, ça fait des mois qu'ils attendent... Des années, parce qu'il n'y a pas que ce gouvernement-ci, il n'y a pas que ce gouvernement-ci qui a une problématique judiciaire. Laissez-moi finir mon idée. Donc, mon idée, c'est quoi? C'est que, de manière évidente, aujourd'hui, les militaires, quelque part, et je crois c'est vous qui avez dit, monsieur, ils viennent... finalement substituer à d'autres travailleurs, et ils viennent faire pression sur d'autres travailleurs, servir à... parce qu'on sait, grève, mais ça. Oui, bien sûr, puisque les militaires, eux, n'ont pas ce droit de grève. Donc, dans leur statut à eux, il n'y a pas le droit de grève. Et ils sont aussi moins bien payés, ils n'ont pas le même type de paiement en termes d'heures supplémentaires, etc. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, ce gouvernement diminue les investissements dans les services publics. En réalité, nous prépare, et c'est le projet de la NVA, un État fédéral excessivement faible. Et qu'en faisant ça, et en ne prenant aucune précaution par rapport à la concertation sociale, donc dans tous les domaines, la concertation sociale est mise à mal, eh bien on en arrive là où on en est, et finalement ces militaires, ils servent de paravent, de pare-feu, et pour moi c'est une mascarade d'État fort. Par contre, c'est un symptôme de grande faiblesse de l'État et des services publics au niveau fédéral. Il faut de temps en temps essayer de se positionner de manière objective, de ne pas faire des querelles politico-politiciennes. Le problème du pouvoir judiciaire dans ce pays est un problème depuis des années, des décennies. Et ça a toujours été un pouvoir qui a été mis sur le côté, parce que c'était pas important, parce que c'était peut-être pas rentable électoralement, parce que ça, 36 raisons, peu m'importe. Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que vous avez trop peu de magistrats. Vous avez des magistrats qui se sentent fonctionnalisés. Vous avez trop peu de gardiens de prison. Vous avez un recul des infrastructures d'administration pénitentiaire. Et tout ça, ce n'est pas un gouvernement, je vais vous le dire. Tout ça, c'est un ensemble, tous responsables, peu importe. Le problème aujourd'hui, c'est que l'on doit mettre là des moyens, parce qu'il y va, qu'on le veuille ou non, du troisième pouvoir de l'État qui assume quand même une forme d'autorité dans cet État. Enfin, moi, en tout cas, le résumé, ça pourrait être tout le monde a envie qu'il y ait davantage de moyens qui soient mis dans ces pouvoirs régaliens. Je voudrais d'abord vous faire écouter ce que Maître Henry a dit en sortant de la prison de Forêt. Maître Henry, c'est le patron de l'ordre des avocats, à la fois les francophones et les germanophones. Et il a eu des paroles très dures sur sa visite de Forêt. Et j'aimerais qu'on les écoute, et qu'on écoute ça et qu'on en discute juste après. Nous nous rendons compte que nous sommes dans des conditions qui sont inimaginables, qui ne sont pas de ce siècle-ci. Qu'est-ce que vous avez vu? Alors j'ai notamment vu un cachot. Je me souviens d'avoir vu une image de cachot de ce type dans ma vie. C'est quand j'ai visité Auschwitz. Vous avez un matelas par terre, vous avez un seau dans un fond. Il n'y a même pas de chasse pour évacuer les excréments. Il n'y a pas d'eau. C'est des circonstances qui sont absolument abominables. Et encore, je l'ai vu alors qu'il était propre, parce qu'il était vide et qu'il avait été nettoyé ce matin. La solution, c'est qu'il faut absolument diminuer la surpopulation carcérale. Absolument. Comme je le disais il y a un instant à vos collègues, pourquoi est-ce qu'on punit des gens? Pourquoi est-ce que vous punissez vos enfants? Pour qu'ils ne recommencent pas. Ici, on est en train de faire exactement l'inverse. On met des gens dans une position telle qu'ils sortiront pire qu'avant. C'est une politique insensée. Alors ce matin, encore plutôt vendredi matin, une carte blanche était publiée d'intellectuels français et belges, c'était dans le soir. On y pointait l'incurie des autorités et cette incurie n'était pas loin de s'apparenter à un crime contre l'humanité. Et là ici, Maître Henry parle de cachots dignes d'Auschwitz. Est-ce qu'on ne va pas un peu trop loin dans la comparaison? Est-ce qu'on doit toujours aller vers les crimes contre l'humanité pour dénoncer des conditions de détention inhumaines? Sylvie Dosberry. Ouais, je pense que ça vaudrait la peine de réfléchir et de faire la liste des allusions ou des associations d'idées
qui amène toujours le retour d'Auschwitz, des nazis, de la Shoah, dans un discours où finalement ça n'a pas sa place. Et je pense que ce serait un exercice à faire. Maintenant, ça recouvre, évidemment, puisqu'on s'accroche à ça, les vraies questions qui sont posées. Celle de la surpopulation carcérale, ça veut dire quoi? Comme M. Courtois disait, il faut des moyens au judiciaire pour ne pas mettre des gens en préventif pendant des mois, sinon des années. C'est 1/3 des détenus. Il faut appliquer la loi, c'est-à-dire une prison qui soit du temps utile, où les personnes qui sont enfermées parce qu'il faut protéger la société se forment, soient cadrées, soient amenées dans un parcours pour revenir dans la société. Et la troisième chose, il faudra quand même en parler, et ce n'est pas seulement la question des bâtiments et de la vétusté, c'est quoi ce projet de méga-prison à Rennes, où les places sont déjà d'ailleurs occupées si on fait les comptes, et où finalement on n'a pas de projet, on n'a pas de projet pénitentiaire, on ne sait pas investir dans l'humain. Et c'est des questions humaines, c'est des trajectoires humaines, que ce soit les gardiens ou les détenus. Et donc je pense que c'est là qu'il y a vraiment un problème. On a de la chance parce qu'on a le premier échevin de la ville de Bruxelles qui est là, et la prison de Rennes, si elle existe un jour, elle sera sur Bruxelles. Mais ils sont déterminés. Et apparemment le gouvernement fédéral a dit qu'il veut aller plus vite pour la prison de Rennes. Là, je me permets encore, j'essaye encore d'être objectif, n'est-ce pas? Je m'excuse, mais de temps en temps il faut remettre les points sur les i. J'ai toujours dit que le grand problème de cette prison-là, d'abord c'est pas le système du PSIO, donc c'est un système pavillonnaire. 2, on a toujours prévu des chambres du conseil dans une prison, ce qui pour moi est absolument intolérable. Absolument intolérable. 3, le transfèrement des détenus n'est toujours pas réglé. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Donc, je pense que si c'est une maison de détention, ça change tout. Si c'est une maison d'arrêt, alors là, je ne sais pas bien comment on va régler ça. Mais il y a un nouveau permis de bâtir qui a été déposé, etc. Nous verrons tout ça. Mais effectivement, c'est le problème pénitentiaire lui-même. Surpopulation carcérale, elle n'est pas seulement en Belgique, elle est dans pratiquement tous les pays d'Europe, vous voyez cela. Donc, c'est un problème de détention préventive. C'est tout. Par exemple. Oui, sauf aux Pays-Bas, mais le système n'est pas le même, évidemment. C'est un autre système judiciaire, il faut quand même le souligner. Nicolas Nézy, oui. Sur la question de ce problème judiciaire, vous parliez qu'il y a un problème à tous les chaînons de la chaîne judiciaire, finalement. On voit les magistrats qui s'énervent également actuellement. Donc, quand on parlait de projet, qu'est-ce que le projet pénitentiaire? Il ne faut pas croire non plus, on a voulu développer les peines alternatives, notamment avec les bracelets électroniques. Est-ce qu'on a les moyens pour la surveillance de ça? Je ne crois pas encore actuellement à ces choses-là. Le recours à la détention préventive, qui a toujours posé problème en Belgique également, parce que c'était fort appliqué. Donc, quelle chaîne pénitentiaire doit-on avoir dans ce pays? Quel est le projet? J'ai été modestement président de la commission de la justice pendant 3 ans au Sénat, et je me suis rendu compte là que le problème du ministre de la Justice, je vais vous dire ce que c'est, on revient aux commissions, c'est qu'il passe plus de temps dans les commissions à répondre à des questions que d'avoir le temps véritablement de débattre sur un véritable problème pénitentiaire. Et lorsqu'il y a eu ce gouvernement, j'avais dit in tempore non suspecto qu'il était temps qu'il y ait un secrétaire d'État, et je vais aussi ajouter que je n'étais pas candidat, un secrétaire d'État aux administrations, aux prisons et aux administrations pénitentiaires. Parce que c'est un tout autre dossier. C'est un dossier capital, ça. Qu'est-ce qu'on fait de nos détenus? Est-ce qu'une démocratie comme la nôtre peut traiter les détenus, comme on vient de le dire, alors que les juges d'instruction, je termine, les juges d'instruction vont tous les mois en prison, voir, parce que c'est leur tâche d'aller voir la condition des détenus dans les prisons. Tous les mois, je pense, tous les 2 mois, ils font un rapport. Qu'est-ce qu'on fait de ces rapports? On n'en fait rien. Ça, c'est assez clair. Catherine Moreau, vous avez eu la chance, vous aviez un ministre de la Justice à la maison. Puisque votre père était longtemps aussi ministre de la Justice. Même si vous parlez d'une autre époque, d'un autre siècle, mais même d'une autre époque. Les prisons datent d'il y a longtemps aussi. Je veux justement revenir sur l'objectivité. Ce qu'on doit à l'objectivité, c'est de dire qu'au niveau de l'investissement dans le pénitentiaire et dans tout ce qui est encadrement, fonction publique au-dessus, de 2003 à 2013, les montants n'ont cessé de monter, ce qui n'était pas suffisant. Et depuis cette nouvelle législature, ils sont en train de descendre. Donc ça, c'est un fait objectif. Alors, donc, je le répète, ils n'étaient pas suffisants et ils sont encore en décroissance. Et donc, évidemment, la surpopulation carcérale, elle provient de plusieurs éléments. Elle provient d'un manque d'investissement dans le bâtiment, dans l'infrastructure, etc. Et puis, comme vous l'avez très bien pointé, de difficultés en termes de justice. Mais il
faut se poser aussi la question du modèle derrière. Il faut voir qu'on enferme maintenant pour des choses qui avant ne justifiaient pas l'enfermement. Donc ça, je pense que c'est une vraie question à se poser. Et puis, deuxièmement, il faut se poser la question, et on a commencé à l'aborder clairement, quel est le rôle de la prison ? Vous l'avez posé comme ça, et puis on a entendu différentes choses. Quel est le rôle de la prison ? Moi, j'ai envie de dire surtout, qu'est-ce que ne peut pas être la prison ? La prison, c'est la privation de liberté. Théoriquement, ça ne peut rien être d'autre. Et on a l'impression que dans notre société, c'est plus que la privation de la liberté. C'est aussi, tu vas souffrir, tu vas être sur un matelas, peut-être que tu ne vas pas recevoir à manger plusieurs fois par jour. C'est le cas pendant la grève, ça peut être le cas à d'autres moments. Tu ne pourras pas sortir quand tu voudras dans la cour, tu ne pourras pas avoir des visites. Donc c'est pas bien adapté. Ce que je veux dire, c'est qu'on va bien au-delà de la privation de la liberté. Et donc, je suis d'accord avec Sylvie Losberg, j'ai pas envie d'appeler Auschwitz à tous les coins de rue, je pense que c'est vraiment malheureux, je ne ferai pas ça. Mais par contre, j'insiste, il y a quand même une dignité humaine à respecter et qui aujourd'hui n'est pas respectée en prison. Pas du tout. Emmanuelle Damblon, pour conclure sur ce chapitre. Oui, justement, très rapidement, rebondir sur le fait qu'on déplore certainement tous cette habitude de comparer toutes sortes de situations à Auschwitz. Je fais juste une petite observation de linguiste. Au-delà de le déplorer, je pense qu'il faut ouvrir les yeux sur le fait que les usages sont là et que ça se fait tout le temps et de plus en plus. Et que ça dit certainement quelque chose sur notre incapacité à avoir pu comprendre le phénomène. David Baudou, une vraie conclusion. Oui, très rapidement. En fait, ce qu'on n'a pas rappelé encore du tout et qu'on rappelle très rarement depuis ces 2-3 semaines de grève en prison, c'est les revendications des gardiens. Donc, on est placé à 7000 gardiens, alors qu'on était il y a quelques années encore à plus de 8000. La remise en cause de leur horaire de travail, ils travaillaient en 3-8 et ils vont passer en tout cas le ministre Gaines voulait passer à un autre système qui leur fait perdre de l'argent, et ça a des implications sur les détenus également, dans le sens où les détenus auront moins de temps pour leurs activités et pour leurs visites. Voilà. Très bien. Donc on va passer au chapitre suivant qui n'a rien à voir avec les prisons, parce qu'on va parler un peu de football, même si on ne va pas parler sportivement de football. C'est par hasard, mais c'est vraiment par hasard pour nos deux invités, puisqu'on va parler du White Star de Molenbeek et de sport, puisque Alain Courtois s'y intéresse, comme on le sait. Alors on croyait ce feuilleton du White Star terminé lors de la dernière émission des experts. On est très content de voir un deuxième club bruxellois en D1, et voilà, patatras, le White Star n'a pas obtenu sa licence, et du coup son patron, John Miko, renonce et accuse la commune et l'Union belge. On a fourni à Molenbeek la possibilité d'être fier de ses habitants, fier de son équipe, de se reconnaître et de s'unir dans un projet social, sportif, qui dépasse même le cadre du sportif. Les autorités de Molenbeek n'ont malheureusement pas conscience de cela. Je le dis, quand on regarde l'empressement de certains bourgmestres, et pas des moindres, on parle de personnalités politiques de grande envergure, qui soutiennent leur club dans les moments difficiles et qui les soutiennent également, je l'ai dit tout à l'heure, pour le bourgmestre de Payne qui se réjouit du retour de Payne en première division. Nous, malheureusement, je crois qu'il y a des gens qui n'ont pas compris le rôle social du football. Alors, Catherine Moreau, est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris le rôle social du football, dit John Bicot ? Oui, je pense que c'est vrai, je pense que c'est juste. Je crois qu'ici, il faut se rappeler qu'on est dans un dossier, vous l'aviez très bien dit, on croyait la semaine passée que c'était terminé, qu'on qualifie de saga. Oui. C'est correct, c'est une vraie saga. Pourquoi ? Parce qu'il y a 1 an et demi, on a le collège à Molenbeek qui décide d'ouvrir ses portes pour 9 ans au White Star, et puis qui, très rapidement après, rouvre la porte, et nous étions pour cette réouverture de porte au RWDM renaissant, mais qui ne prend pas la précaution à ce moment-là de mettre en place, je vais dire, un cadre de manière à ce que la cohabitation se passe bien. La cohabitation, elle est un peu mal lancée. Quelque part, moi, je qualifierais ça de péché originel. Et cette cohabitation mal lancée, pour moi, c'est le témoin d'un manque de vision. Donc, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler avec vous ici sur ce plateau. Je pense que c'est une majorité qui manque de vision. Et là, je rejoins John Bicot. Pourquoi ? Parce que je pense qu'avoir à la fois un club qui a une grande ambition sportive et qui montre sur le terrain aujourd'hui qu'il peut aller loin au niveau sportif, c'est une chose. Et puis avoir un autre club, le RWDM, qui est un club qui
renaît de ses cendres pour je ne sais même pas si c'est la 3e, la 4e, la 5e, la 6e fois, tellement il l'a fait. C'est un club qui a marqué l'histoire bruxelloise du football et auquel les gens sont attachés partout dans la ville. Donc pour moi, la vision, c'était d'accompagner l'ensemble. Et je peux ajouter encore une chose très importante, c'est l'autre péché originel dans ce dossier qui crée les éléments de saga, c'est la cession de l'école des jeunes. Donc l'école des jeunes, elle était paracommunale, c'est-à-dire qu'elle était logée au sein des services communaux un tout petit peu à part, et donc gérée en partie par la commune jusqu'à 2015, fin 2014, et ça fonctionnait bien. Parce qu'il fallait un cadre protecteur pour ces jeunes qui ne soit pas le monde du football. Parce que, excusez-moi, c'est pas un monde très simple, c'est pas un monde forcément sain. Je me permets de le dire avec tout le respect que j'ai pour les entrepreneurs sportifs. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il fallait aussi tenir compte de ces jeunes et les mettre, moi je pense, dans une commune comme Molenbeek au centre de la réflexion. Donc il y a eu un manque de vision depuis le début, de péché originel, et aujourd'hui on en est là, et en fait c'est que du gâchis. Mais est-ce que c'est pas un peu facile de la part du patron du White Star de mettre tout sur le dos des autres et rien sur le sien ? Alors ça, il y a sûrement des fautes dans son camp, j'en suis certaine. Moi, je n'ai pas la connaissance des détails du dossier, simplement je pense que la vision, ça aurait dû être les jeunes et la cohabitation. Et ça n'a pas été ça. Alain Courtois, est-ce qu'une école des jeunes peut résoudre tous les problèmes sociaux ? D'abord sur la cohabitation, je pense que, François Skepmans avait certainement l'intention de faire la cohabitation, ça se fait ailleurs, essayer de faire la cohabitation entre le club de Bruges et le Cercle de Bruges. À Bruges, c'est pas évident tous les jours, mais ils le font. Voilà. Donc ça doit être possible, et je pense que c'était dans son intention. C'est ici la commission des licences, on l'oublie un petit peu, c'est la commission des licences qui a estimé que, malgré un stade, malgré les critères qui ont été définis par le club, la commission des licences, qui est une bonne chose, parce que ça assainit justement un peu le monde que vous décrivez comme étant un monde très compliqué, mais certainement pas chez les jeunes, je pense que là ça va, mais la commission des licences a dit, le club ne répond pas aux critères, et donc nous ne donnons pas la licence. Parfois, l'euphorie en termes footballistiques, justement, comme disait l'autre, on a battu l'Allemagne que quand le bus de l'Allemagne a quitté le stade. Bref. Et alors 3, les jeunes. Les jeunes, 400 et des jeunes. Je connais cette situation. Je l'ai vécue à la Louvière quand j'étais secrétaire général à la Fédération. Je l'ai vécue dans d'autres villes. Il faut sauver ces jeunes. Et il faut sauver ces jeunes. Il n'y a que 2 manières de les sauver. Soit, effectivement, un club, et il faut à tous les cas un club, un matricule, un club, que ce soit celui-ci ou un autre, reprennent ces jeunes avec la commune, avec un encadrement communal comme ça a été fait, c'est vrai, il y avait un encadrement communal. Soit ça ne se fait pas, et alors il va falloir trouver une solution de secours, et je suis certainement prêt à parler de solution de secours. Moi, quand j'entends à Bruxelles, dans les 19 communes, 400 et des jeunes, qui sont en difficulté, ça je ne laisse pas passer, parce que c'est mon combat, vous le savez. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que si jamais ça ne se fait pas sur cette commune avec les 400 jeunes, eh bien on doit pouvoir trouver à quelques communes la possibilité de les reprendre, de leur offrir une solution d'encadrement. Que veulent ces jeunes d'abord et les parents ? C'est avoir un enfant qui fasse du sport. Alors qu'il fasse du basket, du foot, du volley, du truc, du bras, on m'en fout. Un gosse qui fait du sport, c'est déjà quelque chose. Et ça, c'est l'essentiel du combat de ma vie en sport. David Baudou ? Par rapport à l'école des jeunes, je pense que le RWDM pourrait reprendre l'école des jeunes. C'est pas complètement impossible. Il y a les possibilités. Donc, non, mais de l'avis du RWDM lui-même, il n'a pas l'encadrement aujourd'hui. Avec un encadrement communal, et il commence son école des jeunes qu'au mois d'août. Donc voilà. C'est un peu compliqué. Donc c'est compliqué. C'est pas aussi simple que cela. Parce que si vous voulez tout savoir, moi j'ai été voir les responsables des clubs il y a déjà plusieurs mois. On a essayé de tenter une négociation alors que nous sommes dans l'opposition pour essayer de réunir les clubs et d'arriver à ce qui est une préoccupation majeure sur les jeunes. C'était
très compliqué. Mais ceci a été cassé, et c'est là où moi j'en veux vraiment à la majorité en place, ceci a été cassé, parce qu'il y a eu des errements dans ce dossier. C'était oui, c'était non, c'était oui, c'était non sur le stade. Et finalement oui, mais le finalement, oui, non, ça c'est pas vrai ça. Le finalement oui n'est évidemment pas la même chose que lui un an avant. Parce que dans la recherche de sponsors, dans l'attrait que peut offrir le club pour les jeunes, dans la sécurité que les parents et les jeunes ont, moi ça fait des mois que les parents des jeunes sont inquiets par rapport à l'avenir de leurs jeunes. Enfin, c'est une situation à la belge. Hein. Le champion de division 2 n'a pas de stade et ne parvient pas à passer en division 1. Donc c'est un peu normal qu'il ne passe pas professionnel quand on est autant amateur. C'est peut-être ça. Gestion, hein. Je veux dire, ils ont quand même utilisé... ils avaient des dettes avant de passer devant la commission des licences, ils ont dû vendre des joueurs. Ils utilisaient l'argent de l'école des jeunes, qui est un subside régional, pour payer les joueurs professionnels. C'est quand même... de la part du White Star, c'est pas très pro. Mais je voudrais peut-être un peu parler juste de ce phénomène d'école des jeunes. Parce que là, on voit que c'est très important au niveau communal, évidemment, au niveau de la région, comme le dit aussi Alain Courtois. Emmanuel Damblon. Oui, peut-être une petite remarque sous forme de question, parce qu'en effet, vous dites tous les deux, les parents veulent que les jeunes fassent du sport. J'en suis convaincue aussi, mais j'entends ça peut-être un petit peu comme un slogan, donc j'ai envie de vous demander pourquoi. Mon idée, je vais vous dire, c'est qu'on imagine que dans la pratique du sport, il y a une éthique, un apprentissage citoyen. Qu'est-ce qu'ils sont censés apprendre? Je ne sais pas, l'endurance, la persévérance, la solidarité, mais est-ce qu'on prend la peine de penser à ça? Pourquoi faut-il... Oui, pourquoi le sport? Alain Courtois, puis Catherine. C'est une bonne question. On m'a souvent posé la question. Pourquoi est-ce que vous battez autant pour le sport? Parce que le sport, c'est la vie. C'est-à-dire, c'est l'apprentissage d'une règle sur un terrain. Il y a, ici en football, on parle football, 11 joueurs de deux côtés, un arbitre, c'est le juge de la société. Tout est là-dedans. Ils savent qu'ils doivent jouer à telle heure, ils savent qu'ils ne doivent pas manger trop. Il y a tout l'aspect diététique derrière, pour autant que l'encadrement soit bien fait. Il y a le dentiste, il y a le médecin, il y a tout derrière. Mais le problème en Belgique, voyez-vous, madame, le problème en Belgique, c'est qu'il manque d'infrastructures sportives. Et ça, personne n'ose le dire. Mais ma question, en amont des problèmes politiques, c'est que, visiblement, ces jeunes, on leur a envoyé un message complètement différent de celui qu'on est censé leur envoyer. C'est-à-dire, on leur dit que le sport, c'est tout... Enfin, on espère leur faire passer le message que le sport, c'est tout ce que vous venez d'expliquer. Et puis, on leur montre que rien n'est possible, que ça a été mal géré. Vous savez qu'il y a 14 000 matchs de football par week-end chez les jeunes. Nous parlons de là. Oui, il y a 260 000 jeunes en dessous de 18 ans en Belgique. Et il y a 2200 clubs. Ça, c'est un discours que je connais par cœur. C'est déjà pas mal, ça. Et je parle que du football. Je peux mettre d'autres sports. Hier soir, le Brussels, vous étiez là d'ailleurs, est passé en play-off. Pas moi personnellement, mais BX1 était là. En basket, mais vous étiez là. Absolument, qui est le sport le plus social. On met 2 panneaux sur une place, c'est du sport. Moi, j'aime bien ça. Alors, le sport, c'est l'éthique, c'est sûr. Alors, il y en a qui dérivent l'éthique, je suis entièrement d'accord. Il y en a qui tournent autour de cela. Les parents croient tous. Soyons fair-play et laissons aussi la parole à Catherine Moreau. Voilà, très bien. Catherine Moreau, là-dessus. Mais d'abord, je remercie Alain Courtois d'avoir parlé de mon sport, qui est le basketball. J'ai joué en championnat, y compris en division nationale et régionale, en basketball pendant 25 ans. Ça vous a appris beaucoup de choses. Non, mais justement, je vais répondre à Emmanuel Damblon parce qu'elle a raison. Eh bien, oui, mais pas tout le temps. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas croire que le sport, c'est merveilleux tout court. Et donc, la question de l'école des jeunes, elle est centrale. Les valeurs du sport, c'est quoi ça ? Ça, c'est joli. Ça, c'est un slogan. Non. Il y a des manières de pratiquer le sport, d'encadrer le sport, et surtout les jeunes, qui vont amener à ce qu'on diffuse certaines valeurs. Mais c'est pas tout le sport, c'est pas tous les jeunes, c'est pas tous les clubs, et ça se fait pas naturellement. C'est pas naturellement parce qu'on fait du sport qu'on inculque des valeurs. Donc ça, j'ai une profonde divergence parce que je suis pas la seule, parce que si je peux citer de nouveau le monde du football, je sais que c'est une préoccupation par exemple de l'ancien international français Lilian Thuram, qui a créé une fondation pour s'attaquer à ça. C'est-à-dire pour dire le sport en soi, c'est pas toutes ces valeurs, mais ça peut être la diffusion de ces valeurs. Et donc, pour que le sport devienne la diffusion de belles valeurs, eh bien, il faut un encadrement, il faut un attachement, il faut plus. Il faut pas juste le sport. Et donc, sur les jeunes, je pense que le politique, il a une vraie responsabilité d'aller encadrer et de pas laisser les clubs professionnels que j'ai
que j'ai peut-être blessé tout à l'heure, encadrer n'importe comment. Ils s'en remettront. Je suis sûre. J'en suis sûre. Je crois que le débat est intéressant sur cette notion de sport. Et je voulais permettre à Sylvie Losberg, qui avait une question qu'elle voulait absolument poser à nos invités politiques. Ah oui, et qui n'a rien à voir avec le sport. Qui n'a rien à voir avec la sport, mais non, elle voulait la poser. Je vous laisse cette question à 1000 balles. Oui, c'est gentil. Mais parce qu'en fait, on a ici un élu MR et une élue PS. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui se passe en fait en Europe et d'un enjeu qui est assez méconnu en Belgique, c'est la question des droits sexuels des femmes et particulièrement de l'accès à l'avortement, qui est en péril en Europe de manière quasi générale. Et donc en Belgique, on a aussi l'impression qu'il n'y a pas de problème, on a une loi, etc. Et en réalité, on est quand même confronté à des velléités qui ont un autre objectif qui est de reconnaître les fœtus à partir de 12 semaines et un jour. Et en fait, on est dans un débat qui risque de cadenasser la loi sur l'avortement et surtout de laisser l'avortement dans le code pénal. Et donc, en fait, aujourd'hui, est-ce qu'il ne serait pas temps dans notre pays, qui a quand même des lois progressistes sur des tas de sujets, notamment la sexualité, l'orientation sexuelle, etc., de sortir l'avortement du code pénal et de considérer que c'est en fait un acte médical. Voilà, oui. C'est la question. Catherine Moreau ? Je prends ma casquette de médecin admirateur de Willy Peers et de son action, et de femme de gauche progressiste. Aujourd'hui, la Belgique, vous l'avez dit, a un bon cadre, évolue bien, mais je crois que vous avez raison. Il faut sortir l'avortement du cadre pénal et il ne faut pas aller dans toutes sortes de lois qui pourraient amener des régressions sur ce droit pour les femmes, indispensable pour les femmes. Alain Courtois ? Comme j'ai été nommé procureur, on a essayé de me faire requérir dans les procès sur l'avortement, ce que j'ai refusé. Donc ça vous donne déjà ma tendance, donc ça ne vous surprendra pas que je suis pour la dépénalisation, donc sortir l'avortement du code pénal. Je pensais que les parquets avaient déjà compris qu'il ne fallait plus poursuivre. Il faut aller évidemment plus loin. Et ce qui est tout à fait un petit peu, comment dirais-je, délicat et problématique, c'est cette notion de donner une personnalité juridique extrêmement rapide à un fœtus, ce qui aurait pour conséquence évidemment que toute la problématique et toute la construction autour de l'avortement changerait. Donc je pense que là nous sommes pour une fois... Vous vous exprimez à titre personnel ou pour le parti ? Mais ce sont le genre de vote, ma chère collègue, chez vous je ne sais pas, mais chez nous c'est le genre de vote qui est... C'est au fédéral. C'est au fédéral. Monsieur Deleu, je voudrais vraiment répondre à ceci. Qui est un vote c'est très important de pour moi. Je vous laisse que 10 secondes parce qu'on doit passer au coup de cœur. Ce qui vient d'être dit est très important. Dans mon parti, toutes les avancées progressistes ont été votées par tous les députés. Oui. Très bien. Merci. Laissez la liberté de conscience sur des sujets de conscience. Ici, vous serez surpris. Est-ce que vous avez vu sur certains votes importants, je peux dire à propos du mariage homosexuel, etc. Donc nous avons chacun a sa liberté de conscience. C'est clair. Vous avez chacun expliqué votre sur position. Ces choses-là, on ne transige merci. On va laisser la place au coup de cœur de nos experts et on va commencer par celui de Sylvie Losberg qui a voulu nous parler de théâtre, en fait. Oui. C'est une pièce de théâtre qui sera à l'affiche du Off en Avignon et que j'ai eu la chance de voir à Paris et qui met en scène un personnage que certains connaissent qui s'appelle Griselidis Réal, qui était une femme des années 70, qui était en réalité une Suisse prostituée et qui a participé aux manifestations pour les droits des prostituées en France. Et donc c'est un petit bijou de théâtre où vraiment on est pris dans son histoire. Elle a une gouaille, elle a une verve, c'est un grand écrivain, c'est une peintre aussi. Bon, elle est décédée maintenant, il y a déjà quelques années. Mais cette petite pièce qui s'appelle tout simplement Griselidis nous amène dans son univers et dans son univers d'intellectuels et de prostituées. Et je pense qu'aujourd'hui, où on en est aussi à sanctionner la prostitution, les clients, etc., je pense que c'est très, très... Voilà. Oui, on pourrait peut-être proposer que cette pièce soit jouée au Théâtre Le Public, parce qu'il est à Saint-Josse. Saint-Josse qui est quand même une commune dont on parle beaucoup en matière de prostitution. Alors Emmanuelle Damblon, vous vouliez nous parler d'un livre dont on a déjà parlé dans Les Experts. Oui. Et j'ai insisté parce que j'ai entendu Pascal Vrébos parler donc de ce livre
de Paul Jorion, Le dernier qui s'en va éteint la lumière. Ce qui a déjà été dit qui est vrai, c'est que c'est le récit de notre future extinction en tant qu'espèce humaine. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est plutôt toute la dimension clé de lecture qu'on trouve d'ailleurs dans le titre, qui personnellement je trouve très drôle, avec l'allusion aux lumières. Et je pense que c'est surtout une invitation à prendre conscience, en toute lucidité, du fait que nous sommes en train d'arriver à la fin de notre civilisation. Et que cette invitation à la lucidité, même si elle est un petit peu difficile, elle serait peut-être le levier et la condition pour réinventer un nouveau monde. Et ça m'a plu. David Baudou, vous vouliez nous parler d'une exposition. Oui, une expo au Darcom qui traite des musulmans homosexuels avec une jeune photographe, Samra Habib, une Canadienne donc de 35 ans qui a parcouru le monde pour photographier et raconter les histoires de jeunes musulmans homosexuels et qui raconte aussi leurs difficultés au quotidien, d'un côté assumer donc voilà, leur religion et double peine, enfin double peine non, pas vraiment, mais ils assument complètement leur tendance sexuelle. Et donc je trouvais ça vachement intéressant d'en parler aujourd'hui parce que voilà, la Gay Pride est à Bruxelles aujourd'hui. La Pride, la Belgian Pride. C'est ce samedi, une fois que vous aurez bien vu ce qui se passe dans les experts, vous pourrez toujours aller à la Pride. Alors à vous, Nicolas Nézy, évidemment, vous allez nous parler de BD. Oui, un livre de Catherine Meurice qui dessine toujours dans Charlie Hebdo, qui a été touché évidemment par le drame qui a touché le journal en janvier 2015. Elle reprend vie, elle retrouve la légèreté. Ça a été en tout cas une quête pendant plus d'1 an pour elle, pour retrouver le dessin, pouvoir parler de la beauté du monde aujourd'hui. Et elle en a fait un livre qui raconte son histoire, très touchant, avec de l'humour. Elle ne parlera plus d'actualité, elle ne dessinera plus l'actualité, elle parle d'elle-même, elle de son chemin. Et elle va parler d'autres choses après aussi par la suite. Mais en tout cas, la légèreté, c'est chez Dargaud. Très bien, voilà 4 coups de cœur intéressants. Très rapidement, je vais aussi vous demander à vous si vous avez une idée pour nos téléspectateurs, une idée pour ce week-end, par exemple, Alain Courtois. Il y a la Gay Pride demain, je le rappelle. Ce samedi. Il y a le tournoi Eden Hazard lundi. Et puis je recommande un livre que je lis pour le moment, que j'adore, qui est Les origines de nos amours d'Éric Orsena. C'est toujours un coup de cœur pour moi parce que j'ai tout lu d'Éric Orsena et je trouve... Quelqu'un qui a écrit les discours de François Mitterrand. Qui a écrit absolument les discours de François Mitterrand. Voilà. Donc pas n'importe qui. Oui. Catherine Moreau, vous de votre côté, s'il y avait un conseil à donner... Un événement ce week-end. Par exemple, oui. Mais écoutez, moi je vais aller notamment à l'invitation de femmes d'un quartier de Molenbeek à un défilé interculturel. Maintenant, ça c'est assez local. Et sinon, si on parle de lecture, moi je suis aussi en train de relire quelque chose qui est L'ignorance de Milan Kundera, qui est un texte très beau sur l'exil, la nostalgie et la relation aux origines. Eh bien, merci à tous, invités et experts, pour cette émission d'une très très haute volée. Et on se retrouve le week-end prochain pour une autre édition des Experts. Bon week-end.